Bienvenue dans ce journal de 13h et toutes nos excuses pour ces 5 minutes de retard. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Solidarité avec les populations touchées par les inondations, les actions se multiplient. À suivre dans cette édition le reportage de Dame Silla à Grand Yoff où une journée d'investissement humain a été organisée. Le renforcement des axes de coopération entre le Sénégal et la Banque islamique de développement en perspective. Le patron de cette institution est en visite de travail dans notre pays. Il a eu en fin de matinée un tête-à-tête avec le ministre des Finances. Puis la convention des démocrates à Charles que Barack Obama fait la cour aux classes moyennes. Il est encore possible de changer, a-t-il dit. Et puis, dans ce journal de 13h, nous recevrons un invité, son Excellence Andriy Zayat, ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. L'Ukraine qui vient d'ouvrir une représentation diplomatique dans notre pays. Alors, avec son Excellence Andriy Zayat, nous aborderons les perspectives de coopération justement entre nos deux pays. Et il visite pour le moment les locaux de la RTS. Une coopération est d'ailleurs donc attendue entre les deux chaînes publiques que sont la RTS et U1, comprenez Ukraine 1. Mais on ouvre cette édition avec cette action de solidarité à l'endroit des populations touchées par les inondations. En dehors des denrées alimentaires, un autre volet de cette aide, non moins important, le cadre de vie. C'est ce qu'a compris le mouvement mondial pour l'unicité de Dieu. À Grand Yoff, ses membres se sont joints aux habitants pour nettoyer les maisons. Plusieurs d'entre elles ont ainsi été libérées des eaux. Cela s'est passé sous les yeux de notre reporter Dame Silla. Fidèle à sa devise d'œuvrer pour Dieu à travers les hommes, le mouvement mondial pour l'unicité de Dieu a une fois encore renouvelé ce pacte. Une grande composante de la structure s'est déplacée ici à Grand Yoff pour venir au chevet des sinistrés. Diwan, mouvement mondial pour l'unicité de Dieu, a pour credo œuvrer pour Dieu à travers les hommes. Donc nous n'attendons aucune rétribution en retour si ce n'est celle de Dieu. Le Diwan est dans son élément pour apporter aide et assistance aux sinistrés, comme nous avons l'habitude de le faire. Sur fonds propres, le mouvement a acheminé sur les lieux tout le matériel de nettoiement. Des maisons entières ont été ainsi libérées des eaux, à la grande satisfaction des populations. Nous ne savons vraiment pas comment vous remercier. Ce geste nous va droit au cœur. Malgré notre volonté, nous n'avons pas pu nous débarrasser de ces eaux. Que votre guide, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, vous paye pour vos bonnes actions. Cette tradition d'assistance aux populations sera poursuivie partout où le besoin se fait sentir. D'autres zones recevront la visite du mouvement pour le mieux-être des sinistrés. Sur le même chapitre, le Bureau Veritas a remis un chèque de 5 millions de nos francs aux sinistrés des inondations, une somme réceptionnée par le ministre des Transports, Morgom, qui s'est par ailleurs réjoui de cette initiative. Écoutons à ce propos Morgom et Marceau Jacot de Bureau Veritas. Bureau Veritas est profondément ancré au Sénégal depuis près de 200 ans. Et depuis maintenant, toutes les actions qui sont faites en faveur du gouvernement sénégalais afin de les aider dans tous les domaines, et notamment dans les domaines les plus terribles. En faveur des sinistrés, il y a des plans de communication qui seront faits et nous apporterons toute l'assistance nécessaire chaque fois que on nous le demandera. C'est aujourd'hui pour nous l'occasion vraiment de témoigner une satisfaction, mais surtout des remerciements à l'endroit de ses partenaires qui y ont très bien compris l'élan de solidarité qui a été déclenché par le chef de l'État bien avant même son retour au Sénégal, parce que le plan Orsec avait été déjà déclenché. Mais à son arrivée, je crois que la mesure salutaire de supprimer le Sénat pour pouvoir appeler à un élan de solidarité a été compris par le peuple sénégalais. Mais au-delà de cette compréhension du peuple sénégalais, par nos partenaires aussi, qui viennent s'ajouter à nous pour pouvoir vraiment de manière définitive régler ce problème-là. Nous les remercions. Au chapitre des droits de l'homme, mieux faire connaître la mission de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et c'est tout le sens de ce séminaire. D'ailleurs, à l'initiative de cette dernière, les participants de cette rencontre seront aussi édifiés sur les procédures de saisine de la Cour en cas de violation des droits de l'homme. Explication Bachirba. Mise en place depuis plusieurs années, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est très peu connue. Les tribunaux ne se déplacent pas, ça et là en quête de travail.
Cependant, les tribunaux internationaux comme celui-ci sont forcés de le faire dans la mesure où les peuples et les institutions qu'ils sont censés servir ne sont conscients ni de leur existence, ni de leur rôle. Depuis son adoption, le protocole n'a été ratifié que par 26 États et 5 seulement ont fait la déclaration prévue à l'article 34 du dit protocole. Pour rendre effectifs les droits humains, il serait bon que les individus puissent, dans des conditions évidemment raisonnables, saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je suggère que cette déclaration soit faite par le Sénégal. Une ratification universelle est souhaitée. L'engagement des États partis au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples doit donc revêtir tout son sens. Après un lourd sacrifice financier, matériel et moral par eux consenti depuis sa ratification. Le Sénégal, selon le représentant du ministre de la Justice, est un pays attaché à l'Union africaine, à la démocratie et aux droits de l'homme. Il a ratifié l'ensemble des chartes africaines et le protocole de cette cour sera examiné. Le Sénégal exposera bientôt sa position. En tout état de cause, retenez que rien de ce qui touche les droits de l'homme ne saurait le laisser indifférent. La protection efficace des droits de l'homme nécessite une participation des acteurs clés. La Cour africaine existe en vue d'une meilleure protection des droits de l'homme. Cette Cour est appelée à se prononcer sur les violations alléguées des droits de l'homme. Deuxièmement, cette Cour est appelée aussi à émettre des avis consultatifs sur des questions juridiques en rapport avec les droits de l'homme. La Cour peut compter sur l'appui politique du gouvernement sénégalais, a déclaré Madame le ministre de la Justice. Ce séminaire d'information permettra aussi de recueillir les suggestions des uns et des autres pour un succès dans ces missions. La coopération entre la Banque islamique de développement et le Sénégal, le sujet sera au menu de l'entretien entre le président directeur général de l'institution et le président de la République du Sénégal. Au menu de la rencontre aussi, les conclusions du sommet de l'organisation de la conférence islamique. Je vous propose à présent d'écouter Ahmed Mohamed Ali. Il est le PDG de la BID. Ses propos sont recueillis par René Léon Fonseca. Je suis au Sénégal, comme vous le savez, entre le Sénégal et la banque, des relations très fortes de coopération ont toujours subsisté. Il est tout à fait donc naturel que de manière périodique que je vienne dans ce pays pour discuter avec les autorités de la manière la meilleure pour renforcer davantage cette coopération. Et c'est à ce sujet que je suis venu rendre visite aux autorités sénégalaises. Des résolutions importantes ont été prises dans le cadre de sommet relatif au rôle de la Banque islamique comme institution jouant un rôle déterminant dans le développement économique et social de nos différents pays. Bien évidemment, le président Macky Sall y a joué un grand rôle. Je suis venu le voir pour lui en rendre compte de manière plus explicite et voir avec lui quelles sont les étapes ultérieures qui devront être prises pour que nous puissions mettre en œuvre ces résolutions pour lesquelles il a joué un très grand rôle. Ce grand rôle, en réalité, ne peut ne pas trop surprendre d'un autre côté, du fait de la personnalité de M. Macky Sall en tant que président de la République du Sénégal, mais également de son nom. N'oubliez pas que son nom, Macky, qui veut dire habitant de la Mecque, a certainement été interprété par cette origine, au moins dans son nom, pour jouer ce rôle qui a été déterminant. Le président de la Banque islamique de développement fera donc 48 heures au Sénégal et ce matin, il a eu une séance de travail avec l'argentier de l'État. Les axes de coopération seront renforcés, ont conclu les deux hommes. Écoutons à ce propos le ministre des Finances, il est au micro de Cheikh Bambagay. Monsieur le président Mohamed Ali est de passage à Dakar. C'est une réunion extrêmement importante qu'il a eue avec monsieur le Premier ministre. C'était l'occasion pour le gouvernement de lui indiquer quelles sont les priorités
énoncés par M. le Président de la République, que sont l'agriculture, l'assainissement, l'énergie, les transports. C'est aussi tout ce qui touche aux projets qui peuvent aider les femmes et l'emploi des jeunes. Et il a réaffirmé à M. le Premier ministre sa volonté de renforcer cette coopération. Amoukan au micro de Cheikh Bambagay. Je vous l'annonçais dans les titres, son Excellence, M. Andriy Zayat, ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, est l'invité de ce 13h. Bonjour Excellence. Bonjour Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, l'Ukraine, pour la première fois, ouvre une représentation diplomatique au Sénégal. Peut-on parler d'opportunité ? Tout à fait. C'est les raisons qui nous ont amenés à la prise de cette décision, 20 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux États. Donc, j'ai été accrédité en tant qu'ambassadeur d'Ukraine avec résidence à Conakry en décembre 2009. J'ai été le premier ambassadeur d'Ukraine à être accrédité au Sénégal à l'époque. Et durant ces 2 ans et demi, nous avons vu qu'il y a une multitude d'opportunités qui s'ouvrent et qu'il nous faut absolument résoudre un grand problème dans nos relations bilatérales, c'est le fait que nous nous connaissons si peu. Alors, on va aborder tout de suite le volet économique justement de cette future coopération, on va dire de cette coopération déjà existante, puisque votre représentation diplomatique est là depuis maintenant des mois. Alors, pour l'année 2011, le volume des échanges commerciaux s'élève déjà à 50 milliards de nos francs. Qu'est-ce que cela veut dire en termes plus clairs ? En termes plus clairs, ça veut dire que bien que nos pays n'aient pas de relations historiquement très fortes, les milieux d'affaires ont trouvé des créneaux porteurs qui ont quand même atteint un résultat de 50 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux en 2011. C'est un chiffre dont je suis fier et je me dis d'autant plus sera facile la tâche de l'ambassade pour travailler et développer les relations commerciales si l'on peut se baser sur un socle aussi solide. Alors dans le domaine de l'enseignement supérieur également, un partenariat est attendu. Déjà, il y a 40 à 50 000 étudiants étrangers en Ukraine. On ne va pas dire autant de Sénégalais quand même. Il y a une quarantaine, voire cinquantaine déjà de Sénégalais sur place. Sur le plan de l'enseignement, il y a quand même des opportunités entre nos deux pays. Tout à fait. Comme vous l'avez évoqué, l'Ukraine accueille annuellement plus de 40 000 étudiants étrangers, essentiellement venant des pays d'Afrique et d'Asie. Dans ce grand flux, le Sénégal n'est pas encore très présent, mais néanmoins, l'année dernière, il y a une quarantaine d'étudiants sénégalais qui sont partis en Ukraine. Depuis 2008, nous offrons des bourses d'études supérieures au gouvernement sénégalais, espérant que l'ouverture de l'ambassade à Dakar va faciliter les procédures administratives de sélection des candidats, puisque dans les années précédentes, il y avait certains problèmes à ce niveau. Donc, le niveau d'enseignement supérieur en Ukraine est bien connu à l'étranger, surtout dans les spécialisations techniques, la médecine, les transports. Nous pouvons être fiers d'être impliqués pleinement depuis des années dans le processus de Bologne, donc toutes les procédures et l'équivalence des diplômes avec les pays membres de ce mouvement est déjà acquise. Et nous attendons les étudiants sénégalais dans nos universités avec plaisir. Et tout en sachant qu'en Afrique, en Europe centrale et de l'Est, l'Ukraine est notre premier partenaire, c'est ça ? Tout à fait. Si l'on considère les relations bilatérales à leur volume d'échanges commerciaux, ce qui serait incomplet, mais c'est un point quand même non négligeable, l'Ukraine actuellement est le premier partenaire commercial du Sénégal en Europe de l'Est. Je pense que nous allons travailler dès l'installation du service commercial à notre ambassade, puisque nous ne faisons que nos premiers pas encore à Dakar. Nous pourrons contribuer au milieu d'affaires sénégalais d'établir des liens directs avec leurs homologues ukrainiens, ce qui facilitera et augmentera les échanges commerciaux. Pour passer après
à des choses plus durables comme les investissements. Nous avons soumis maintenant un projet de convention sur la promotion et la protection réciproque des investissements au gouvernement sénégalais. Nous espérons que la réaction sera positive et prompte pour permettre la signature de cet important document dans les meilleurs délais. U1 et RTS1, comprenez à la chaîne publique de télévision ukrainienne et la chaîne publique de télévision sénégalaise, deux futurs partenaires. Tout à l'heure d'ailleurs vous étiez en visite dans nos locaux. Alors parlez-nous des principaux futurs axes de ce partenariat, Excellence. Tout à fait. Dans la matinée, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec monsieur le directeur général de la RTS. J'ai été informé des priorités de la RTS et nous avons défini, suite à mes consultations avec les collègues ukrainiens, que il y a 3 axes principaux qui seront développés à travers la signature d'un accord de coopération entre les 2 télévisions publiques. Le premier, c'est l'échange des informations et des spots vidéo sur l'actualité de portée internationale qui se passe dans les 2 pays. Le deuxième axe, c'est la coproduction des programmes en commun. Et le troisième axe, c'est la formation des cadres techniques pour le besoin de la radio-télévision sénégalaise. Je pense que comme première approche, c'est déjà un programme assez ambitieux. Mettons-nous au travail pour l'accomplir. Merci Excellence, c'était votre dernier mot seulement ce matin. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et restez avec nous pour justement ouvrir la page internationale de cette édition. Alors nous allons tout d'abord en Afrique du Sud. Les mineurs grévistes de Marikana sont désormais tous libres. Au total, ils étaient 70 maintenus dans les lions de la prévention après la tuerie du mois dernier par des policiers. S'ils sont maintenant tous libres, l'émotion reste toujours vive. Les travailleurs se souviennent du meurtre de 34 de leurs camarades. Cette fois, ils sont tous libres. Tour à tour, les policiers relâchent les 104 mineurs encore en détention. Seuls 5 sont restés à l'hôpital. Retrouvailles et soulagement, mais l'émotion après la fusillade est toujours là. J'ai d'abord vu un homme se faire tirer dans la jambe. Et puis un autre s'est fait tirer dessus. Il est tombé mort sur le sol. Les policiers tiraient dans le tas. Ils faisaient ça parce qu'on leur avait dit de le faire. Le 16 août dernier, la police sud-africaine ouvrait le feu sur un groupe de mineurs grévistes à Marikana. 34 morts et scandale dans le pays après l'arrestation, non pas des policiers, mais de 270 mineurs poursuivis pour meurtre et tentative de meurtre. Les poursuites ont été retirées, mais les mineurs sont toujours accusés de violences publiques et de rassemblements interdits. Rien qui semble pourtant pouvoir les arrêter dans leur combat contre la direction de la mine. Hier, nous n'avons pas signé l'accord de sortie de crise parce que l'ensemble du document ne nous satisfait pas. Il établit que nous devons reprendre le travail lundi, mais il ne prend pas en compte nos demandes en tant que travailleurs. Les mineurs affirment ne gagner que 400 € par mois. Le syndicat AMCU demande le triplement du salaire pour ces travailleurs qui vivent pour la plupart dans des bidonvilles. L'actualité sur le continent, c'est aussi la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda, plus que jamais à couteau tiré. En cause, la rébellion du M23 au fur et à mesure qu'elle gagne du terrain. Les exactions se multiplient contre les civils, en particulier les femmes victimes de viols. L'Église demande une intervention des Nations Unies. Hôpital de Bukavu, des lits à perte de vue, des femmes alitées en attente d'être examinées par un médecin. Leur vie est détruite, leur honneur a été bafoué, toutes ont été violées par les rebelles du M23. Comme elles sont des centaines à subir la violence, la froideur d'autres groupes rebelles dans le Nord Kivu, près de la frontière avec le Rwanda. Loin de là, à l'ONU, les responsables d'une église congolaise ont déposé une pétition demandant aux Nations Unies d'intervenir. Et on utilise tous les instruments, même les armes, pour pouvoir violenter ces femmes. Comment est-ce que les confessions religieuses, nous pouvions continuer à prier, continuer à prêcher dans un environnement comme celui-là? Des femmes violées, des villages pillés, des hommes et femmes condamnés à fuir l'insupportable, les pratiques sadiques des rebelles.
Le Congo affirme que certains groupes d'insurgés comme le M23 sont soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Des accusations que rejettent ces deux pays. À l'ONU, les religieux pointent plus précisément la responsabilité du Rwanda. Le Rwanda n'est pas seulement derrière le M23, mais aussi derrière tous ces mouvements rebelles ou milices en RDC. C'est un jeu économique auquel il se livre derrière les rebelles et tous ces mouvements pour s'approprier les richesses de la RDC. Depuis le début de la mutinerie en avril, près d'1 demi-million de personnes ont fui les zones de combat en République démocratique du Congo. Kinshasa réclame un renforcement de la mission des Nations Unies, forte de 17 000 hommes. Je vous le disais dans les titres, un autre mandat pour terminer le processus de changement. C'est ce qu'a demandé à ses militants Barack Obama lors de la convention de Charlotte en Caroline du Nord. Le candidat démocrate s'est en priorité adressé à la classe moyenne, mais aussi à sa femme. Regardez. And the President of the United States of America, Barack Obama. Dans les bras l'un de l'autre, le couple Obama, un véritable show à l'américaine où le président profite de son investiture pour déclarer son amour pour sa femme. Michelle, I love you so much. Mais Barack Obama a été surtout là pour parler politique. Il brigue un nouveau mandat pour continuer le travail entrepris et permettre le changement promis il y a 4 ans. Je ne vais pas prétendre que le chemin que j'offre sera rapide ou facile. Je ne l'ai jamais fait. Vous ne m'avez pas élu pour vous dire ce que vous voulez entendre. Vous m'avez élu pour vous dire la vérité. Et la vérité est qu'il faudra plus que quelques années pour résoudre les problèmes qui se sont accumulés depuis des décennies. Barack Obama s'adresse à la classe moyenne, promet de la protéger des coupes budgétaires, promet également de diminuer les frais de scolarité tout en remboursant la dette. Pas question, selon le président, d'abandonner l'Amérique aux lobbyistes et aux défenseurs d'intérêts particuliers. Pendant son discours, il ne nomme qu'une seule fois son rival républicain Mitt Romney, mais multiplie les attaques d'assassinat contre lui. Il met en doute ses qualités de diplomate et critique son attitude envers le Royaume-Uni. On ne qualifie pas la Russie d'ennemi numéro 1 au lieu d'Al-Qaïda, à moins d'être bloqué dans une mentalité de guerre froide. On n'est peut-être pas prêt à la diplomatie avec Pékin si on ne peut pas se rendre à Londres aux Jeux Olympiques sans insulter notre allié le plus proche. Barack Obama en état de grâce, entouré de sa famille, avant de repartir aussitôt en campagne avec son vice-président Joe Biden dans les États clés du New Hampshire et de l'Iowa, où Mitt Romney se rendra le même jour. Il leur reste 2 mois pour convaincre. Retour à l'actualité au Sénégal et on parle de cet accident. 1 mort et 1 blessé. C'est le bilan de l'accident enregistré à Nguékhor, à 3 km de Mbour. C'était déjà il y a 3 jours, mercredi dans la matinée. Le camion avait à son bord des biscuits et d'autres produits de consommation courante. Ibrahima Ndong a assisté à cet accident. Encore et encore des images qui font froid dans le dos, des images terrifiantes. Illustration avec ce camion renversé, c'est dans la maison de la famille Wade qu'il a finalement terminé sa course. À l'origine de l'accident, l'éclatement de ce pneu avant provoquant ainsi un déséquilibre. Et bonjour les dégâts. Le chauffeur bi mom da doon vitesse. Le camion roulait à vive allure. Tout d'un coup, la roue avant s'est éclatée. Le chauffeur perd le contrôle. Son apprenti lui a réussi à se sauver, de même que le mari de ma tante. Après, ñun ñep ci lañ daw génn ci mbéd bi ci la yu ko sama tante man ko sa jëkkër yaa ngi ci biir néeg bi ci la ñun ñep daw légui la tank ñu ñi yegg rek pa bek doomam bu góor bi génn nañ côté béné. Dans cette chambre, les 2 lits sont presque engloutis par les débris. C'est ici que se trouvait le vieux Wade en train de se connecter tranquillement à l'internet. Plus de peur que de mal, il s'en est sorti avec des blessures. Les blessures ne sont pas tellement graves. Il s'est blessé à la tête et au niveau des autres parties de son corps. Mais on peut dire qu'il y a eu plus de peur que de mal. Selon les témoins, l'un des bras sectionnés du chauffeur a été retrouvé dans les herbes. Évacué à l'hôpital, il succombe finalement à ses blessures. Pendant ce temps, tous les regards s'orientent vers ce camion en partance pour la Guinée.